L'argent, c'est la deuxième cause de séparation dans un couple. Et souvent, le problème, c'est pas combien on gagne, mais comment on le gère. Il y a 5 pièges invisibles qui peuvent venir détruire la paix dans votre couple. Et nous-mêmes, on est tombé dans un de ceux-là. Dans cette vidéo, on va vous présenter ces 5 pièges en détail et surtout, comment s'en prémunir. Salut à tous, moi c'est Antoine. Et moi c'est Léa et sur la chaîne, on parle de finances personnelles, d'investissement et de rich life en couple. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ces 5 pièges, likez cette vidéo, abonnez-vous. Chaque semaine, on parle d'investissement, de finances personnelles en couple et de rich life à deux. Le premier piège, et c'est un grand classique, c'est de faire un budget sans avoir défini un objectif. Pourquoi on fait le budget? On va d'abord commencer par les chiffres, se fixer une limite plus ou moins arbitraire et se dire faut pas qu'on dépense plus que ça. Et au bout de 2 mois, ça tient plus. Pourquoi ça ne tient pas? Parce que faire un budget sans objectif, c'est comme une contrainte ou une punition. Et personne ne se punit volontairement pendant des mois et des mois. Oui, c'est compliqué parce que si tu sais pas vers quoi tu vas, vers ton objectif, tu vas avoir du mal à y aller. C'est comme si tu sais que tu prépares un semi-marathon ou un marathon, ça sera beaucoup plus facile d'aller courir chaque semaine et de te motiver pour le faire. Nous, au début, on n'avait pas forcément mis en place de budget strict. On n'avait pas vraiment ce problème, mais on n'avait pas d'objectif commun non plus. Donc, c'est ce qu'on dit dans une autre vidéo. On gérait l'argent de manière logistique, c'est-à-dire qu'on parlait des charges, du loyer, des courses, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Et du coup, on perdait à la fois de l'argent, on maximisait pas le potentiel et on n'avait pas une vision claire de notre avenir. Pour nous, ce qui a tout changé, ça a vraiment été, on vous en parle dans une autre vidéo, ce voyage en Californie, parce que ça a été le moment où on a eu le déclic, on s'est rendu compte de notre pourquoi. Et nous, c'était ce moment-là où on s'est rendu compte qu'on voulait vraiment avoir plus de liberté, pouvoir voyager davantage, profiter plus de, des gens qu'on aime et de nos proches, pouvoir notamment aller plus souvent au Brésil, voir ma famille. Et à ce moment-là, en fait, dès qu'on a eu ce pourquoi, pour nous, quand on est rentré ensuite, on a vraiment repris notre budget, on a vraiment pris ça comme une vraie vision. Et à partir de ce moment-là, ça n'a plus du tout été la même chose. Tenir le budget, c'était facile parce qu'on avait un objectif commun, clair pour tous les deux. Oui, et c'était plus une contrainte dans le sens où, comme on a la vision, on se sert de l'argent comme moyen d'atteindre cette vision, ces objectifs, à plus ou moins long terme suivant les objectifs. Et on sait que le budget sert à ça, donc c'est pas punitif et on se dit pas juste je me frustre ou je me limite entre guillemets, mais pourquoi au final? Donc le premier piège, c'est ça va être de commencer par les chiffres au lieu de commencer par la vision, les objectifs. Et un budget qui n'a pas de vision, d'objectif, il tiendra tout simplement pas. Le deuxième piège, c'est le budget privation. En fait, c'est le grand classique parce que lorsqu'on a soudain enfin sa vision et lorsqu'on veut reprendre en main ses finances, on a tendance à aller complètement dans un sens. On est hyper motivé, on se dit allez, c'est le moment, on reprend tout et ça y est, c'est parti, on commence à se priver, à faire un budget qui est hyper restrictif parce qu'on se dit c'est bon, je suis hyper motivé, je vais tenir. Mais en fait, lorsqu'on se prive trop, on ne tient jamais sur la durée. Oui, c'est exactement la même chose et c'est le parallèle qu'on fait souvent. Si on essaye de faire un régime alimentaire beaucoup trop strict ou quelque chose qui n'est pas du tout adapté, on va se frustrer, arrêter complètement le sucre, ce qui nous fait plaisir et ça va lâcher au bout de 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et ça va être la même chose avec un budget. Il ne faut pas aller dans l'extrême où on fait la politique de l'autruche, on regarde rien. Ici, comme on parle de budget de couple, ça peut aussi créer un problème. C'est-à-dire que si vous vous fixez tous les deux ce budget ultra privatif, forcément, à un moment, il y a un des deux qui va craquer en premier. Et ça peut venir créer des tensions parce que l'autre va venir lui reprocher de ne pas avoir réussi à tenir ce budget qui était entre guillemets intenable. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que lorsque l'un craque alors qu'ensemble on avait convenu d'un budget, on peut aussi se culpabiliser alors que de toute façon, de base, c'était pas tenable. Et au lieu que ce soit quelque chose, un objectif commun et qu'on soit ensemble dans le même bateau, finalement, on se sent pas plus seul et ça peut créer des conflits. Au final, la solution, ça va pas être de tout couper. Ça va être de couper ce qui compte pas pour vous, qui vous apporte pas grand chose. Donc vraiment de le faire en pleine conscience. Et par contre, de dépenser sur ce qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Ça peut être différentes choses. On en a déjà parlé. Nous, ça peut être des concerts, des restaurants, des vacances, ce genre de choses. Et on va couper par contre dans, je sais pas, la livraison de nourriture, les habits, différentes choses comme ça. Vraiment se poser cette question de ce qui vous nourrit vraiment et là vous adaptez votre budget en fonction de ça mais en évitant d'être vraiment trop strict parce que sinon vous n'allez pas tenir, c'est évident. Donc oui, un budget qui dure vraiment sur le long terme, c'est un budget qui laisse de la place au plaisir. Troisième piège, la charge mentale financière. On n'en parle pas assez selon nous et pourtant c'est un des pièges les plus dangereux.
Dans la plupart des couples, il y a un des deux qui va se retrouver à gérer l'argent. Donc à gérer à la fois le budget, savoir ce qu'il va falloir faire niveau impôt, niveau assurance, renégocier les contrats, peu importe. Mais une seule personne va porter en tout cas la majorité de la charge mentale financière. Peut-être que l'autre personne en a conscience, on discute de temps en temps, mais c'est quand même cette personne-là qui est aux commandes. Et ça peut paraître logique, il y en a un qui prend le devant, l'autre il laisse faire, et comme ça tout le monde est content, en apparence. Sauf que celui qui gère, il porte une charge qui est invisible. Parce que lui, dans sa tête, il y pense quand même toujours. Il y a toujours dans un petit coin, en train de vérifier si on est bon, on n'est pas bon, etc. Alors que l'autre, lui ça il le voit pas, et comme il le voit pas, dans ce cas il a l'impression que tout va bien. Et on a un chiffre qui illustre bien ça, c'est qu'il y a un décideur financier sur 5, donc la personne qui a cette charge mentale, parce que c'est tout simplement trop lourd à porter sur ses épaules. Et ce ressentiment, il ne va pas forcément s'exprimer de manière hyper claire par une grosse dispute ou une conversation de suite. Ça peut être une petite irritation quand l'autre a fait une dépense que la personne juge vraiment pas nécessaire, parce que lui, tout simplement, par exemple, il va se rendre compte que cette dépense va les éloigner de l'objectif qui s'était fixé. Oui, ou même comme celui qui ne gère pas, il n'a pas du tout conscience des chiffres, lui il fait la dépense et il se dit qu'il n'y a pas de problème. Alors que la personne qui gère, elle sait que potentiellement cette dépense elle n'était pas prévue et ça met en péril tout ce que la personne elle avait prévu au début du mois. Ouais. Et le deuxième danger, c'est que la personne qui elle ne gère plus et se repose entièrement sur son conjoint ou conjointe, pour l'instant en tant qu'ils sont ensemble, entre guillemets pour elle tout va bien, mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'une séparation ou d'un accident de la vie. Et le jour où ça arrive, cette personne-là, elle se retrouve complètement perdue. Oui, c'est pour ça que la solution pour nous, c'est pas que l'un prenne tout en charge tout seul justement, mais ça va être de partager cette connaissance et cette gestion budgétaire. Bien sûr qu'une des deux personnes peut avoir le lead sur certains sujets et se dire moi je m'occupe un peu plus de ça, mais il faut quand même que ça soit partagé et que les deux aient conscience de tout ça pour pouvoir avancer ensemble vers leurs objectifs qui se sont fixés ensemble aussi. Vous connaissez peut-être cette scène que vous avez commandé quelque chose, que le colis il arrive et que le conjoint il n'est pas là à ce moment-là et on se dit simplement je lui dirai plus tard que j'avais commandé cet objet et finalement en fait on n'en parle pas du tout. Et le piège c'est que c'est même pas forcément une question de montant. C'est plutôt que lorsqu'on commence à ne pas dire à l'autre ce qu'on a acheté, ça finit par créer une petite méfiance vis-à-vis de l'autre lorsqu'il le découvre. Exactement, parce que ça peut être une dépense de 20 ou 30 euros, ça va pas être le montant qui est important, mais l'autre personne peut se dire si elle me cache cet achat, pourquoi elle a besoin de me cacher ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et est-ce que, encore une fois, si c'est la personne qui a la charge mentale financière de son côté, elle se dit et qui autorise ce genre de dépenses, il n'y aurait pas de problème tout simplement et ça éviterait ce genre de petits achats cachés. Et souvent, lorsqu'on cache une dépense à son partenaire, c'est pas forcément qu'on est malhonnête, c'est souvent parce qu'on a peur du jugement, peur de paraître trop dépensier. Sauf que, en principe, lorsqu'on est en couple, on se fait confiance mutuellement, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur du jugement de l'autre. Oui, la solution, c'est de créer un espace où il n'y a pas de jugement et où on peut communiquer librement. Et où justement, une dépense plaisir, c'est pas dramatique, où on a le droit aussi, entre guillemets, comme certains diraient, de déraper, mais juste de se faire plaisir tout simplement. Et il faut que ça soit aussi pris en compte dans le budget et éviter, encore une fois, de trop se priver. Le cinquième piège, c'est sûrement celui qui fait le plus de dégâts, ça va être de parler d'argent seulement, uniquement, quand ça va mal. On a discuté avec beaucoup de couples et on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup qui ne vont discuter d'argent que quand il y a une grosse dépense imprévue, par exemple quand il y a un gros souci sur la voiture, sur leur maison, pour les enfants. Et on va donc parler d'argent à un moment de tension, oui, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et du coup, en fait, ils finissent par associer parler d'argent à situation qui va mal. Oui, et le cerveau, lui, il va faire le lien. Il va se dire, on parle d'argent à chaque fois que c'est négatif, quand il faut sortir 2000 € pour réparer la voiture, 5000 € pour s'occuper de la maison, etc., etc. Et donc, il va avoir tendance aussi à fuir ces conversations autour de l'argent parce qu'il a fait le lien entre grosses dépenses, négatifs, argent. Il mixe tout ça et puis ça finit en politique de l'autruche, comme on en a déjà parlé. Donc, la solution, on en a aussi parlé dans une autre vidéo. C'est ce qu'on fait en fait nous régulièrement, même toutes les semaines. C'est ce qu'on appelle les money dates. On se retrouve dans un moment de calme et puis on fait juste le point sur où on en est cette semaine. C'est un moment où on parle d'argent quand tout va bien. Oui, c'est sans stress.
stress, il n'y a pas d'enjeu dramatique, c'est juste une conversation détendue et ça peut durer parfois 20 minutes parce qu'il y a besoin et ça peut être aussi 10 minutes parce que tout roule et on passe à autre chose. Mais au moins, on prend l'habitude de parler d'argent dans un contexte qui est positif et pas d'attendre les moments où c'est un petit peu plus compliqué pour en parler. Et ça, pour nous, ça change tout parce qu'on va parler d'argent et ça va devenir un moment agréable et pas un moment de tension. Et du coup, lorsqu'il y a des problèmes ou des choses qui sont plus compliquées à gérer parce que ça arrive, on est plus préparé, on est plus à même d'y faire face tout simplement. Donc si on revient un petit peu sur notre expérience, parce qu'on pense que ça peut vous aider, nous, on est clairement tombé dans le premier piège, c'est-à-dire qu'on a fait un budget en commençant par les chiffres, mais sans s'intéresser aux objectifs, à la vision. Oui, et en plus, c'était au début, comme on vous a déjà raconté, si vous avez déjà vu les autres vidéos, c'était même pas un budget hyper clair, on vérifiait juste que les charges fixes passaient. Et la logistique, comme on disait. Ouais, et après, c'était vraiment freestyle. De l'à peu près, oui, clairement de l'à peu près. Et du coup, le premier piège, on était complètement dedans. Oui, et on est aussi tombé dans le 5e au final, peut-être pour les déménagements notamment, je pense, parce qu'on a beaucoup bougé. Ouais, aux pralines. Pour les soins vétérinaires de pralines, effectivement. Ce genre de moment où on est forcé de parler d'argent parce qu'on parle de plusieurs milliers d'euros de dépenses. Donc forcément, on doit en parler, sauf qu'on n'a pas pris le réflexe d'en parler quand tout va bien. Et ça peut parfois être un petit peu tendu et c'est pas les meilleures conversations qu'on a et c'est tout ce qu'on souhaite éviter. Donc vraiment de communiquer un max aussi quand ça va bien, de poser les choses, d'avoir ces money dates et ces rendez-vous argent régulièrement. Ça fait une grande différence pour nous. Ce qu'on vous invite à faire de concret, c'est de planifier ce rendez-vous argent, ce money date, 20 minutes, 30 minutes, tous les deux, avec un petit café, une petite boisson, pour discuter d'argent quand tout va bien. Planifiez les choses, vous demandez justement comment vous vous sentez par rapport à l'argent. Commencez par les émotions, c'est ce qu'on dit dans la vidéo avant de parler des chiffres. Et déjà, ça sera vraiment un premier pas de fait pour avoir une gestion de votre argent en couple beaucoup plus sereine. Bon, du coup, dites-nous, vous, en commentaire, si l'un de ces pièges ou plusieurs vous parle et si vous êtes dans l'un ou plusieurs dans votre couple. En barre de description, on vous met le lien vers notre cockpit financier, donc c'est notre Google Sheets qui nous permet de faire le budget, de voir où vous en êtes dans vos objectifs. Voilà, il est vraiment hyper complet, donc utilisez-le si ça peut vous aider. Et si vous voulez savoir comment on répartit nos dépenses quand l'un gagne plus que l'autre, 50-50 ou prorata, on en parle dans cette vidéo. On vous dit à très bientôt sur Financez-nous. À bientôt!